Donc, en tous les cas, merci. Bienvenue à tous et toutes. En fait, on est là pour découvrir un outil que moi, j'affectionne particulièrement. Je crois que c'est la plus belle rencontre que j'ai faite avec moi-même. J'étais quelqu'un qui n'avait pas confiance, qui ne se connaissait pas bien, qui ne comprenait pas bien les autres, le monde, voilà, plutôt solitaire et en distance. Et quand j'ai découvert l'énéagramme et donc la rencontre avec ma personnalité et tout ce que je peux en faire aujourd'hui dans mon métier d'accompagnante, je dois dire que c'est un des outils qui est vraiment avec qui j'ai un attachement de cœur. Donc, c'est vraiment un outil qui est très important pour moi. Donc, je suis ravie de vous le partager. Alors, voilà le modèle, en fait, le dessin que peut-être certains d'entre vous et certaines d'entre vous ont déjà vu. Ce dessin nous a été concocté, je dirais, par, à l'époque des mathématiciens arabes, en fait. L'énéagramme est un outil qui nous vient de la nuit des temps. Il a traversé les siècles et les âges, puisqu'il semble que les premières traces de l'énéagramme sont dans les soufistes, une des branches de l'islam, et concerne l'évolution de l'âme. Au départ, avec une dimension très spirituelle, très religieuse. Il a été pris en charge. Il y a encore une congrégation aujourd'hui aux États-Unis, une congrégation de sœurs religieuses qui accompagnent leur foi avec l'énéagramme. Vous voyez, il y a des dimensions qui sont très, très spirituelles et religieuses, ou religieuses, qui n'est pas la même chose. Mais aujourd'hui, c'est vraiment un outil très pragmatique. En tous les cas, c'est dans ce sens-là que nous, on le partage. Donc, déjà, le terme énéagramme, souvent, les gens me disent, mais ça veut dire quoi? Donc, en fait, énéa, en grec, 9, gramme, mesure. Donc, en fait, l'énéagramme, c'est une grille de lecture de la personnalité répertoriant 9 typologies. 9 typologies dans lesquelles tous les gens se retrouvent. C'est-à-dire que c'est un modèle qui est extrêmement complet. Je ne ferai pas de parallèle avec d'autres outils que je trouve aussi très intéressants, mais je porte celui-là haut et fort parce que je trouve que c'est celui qui est le plus fidèle à l'unicité de 9 typologies de personnalité. Par rapport à d'autres modèles où il n'y aurait que 4 typologies, je pense à comme Colors, même si après il y a des dénivelés, Processcom où il y a 6 profils, enfin voilà. Donc 9 profils, on se retrouve vraiment avec un outil qui nous permet que chacun s'y retrouve et de façon très sensorielle, de façon très… les feedbacks qu'on obtient, c'est vraiment, mais oui, mais c'est exactement ça, c'est exactement comme ça que je réfléchis, que je ressens les choses, que je perçois le monde. Et chaque typologie, chaque personnalité est composée de 4 à 5 facettes. Ça dépend, voilà, comment chacun va se reconnaître dans le modèle. Mais en tous les cas, sur les 9 typologies, on a un bout d'au moins 4 typologies ou 5 typologies. Donc, ça donne vraiment une lecture de la personnalité qui est très complète et qui est très fine et très respectueuse, à mon sens, de l'unicité de chacun. On est dans une dynamique positive et bienveillante de l'être humain. Alors évidemment, je pense qu'on est tous là pour se dire que l'être humain est formidable et que c'est vraiment… on a du potentiel, on a des personnalités qui sont top, on est souvent… Quand on vient à ce type de webinaire, de formation, d'outils, on est déjà dans une dimension positive et bienveillante. Là, on est vraiment dans… Tout le monde a une personnalité. C'est-à-dire que même la personne voilà, qu'on a pu rencontrer dans nos vies, où on se dit, mais la personne n'a pas de personnalité, ne s'impose pas, ne se montre pas, eh bien, c'est une forme de personnalité. Donc, vraiment, tout le monde a une personnalité. La personnalité, elle sert avant tout à se garder en sécurité. Donc, en fait, ça nous permet vraiment de comprendre, et on va le voir sur les différents domaines d'application de l'outil, mais ça permet vraiment de se dire que même si l'autre est très différent de moi, il a la même
sa personnalité a la même fonction, c'est-à-dire se garder en sécurité, se protéger de risques qui d'ailleurs sont souvent que de la perception, hein, qui ne sont pas des risques réalistes. Mais voilà, toutes nos personnalités sont avant tout pour se garder en sécurité. Il n'y a pas de bonne et de mauvaise personnalité. Il y a des personnalités qui sont cohérentes avec la vôtre et il y a des personnalités que vous ne comprenez pas ou qui vous font peur et qui vous font un rejet. Mais même la personnalité où vous vous dites « Ah non, mais ça, je ne pourrais pas supporter dans ma vie, à mes côtés », est une bonne personnalité pour la personne. Donc, on est vraiment dans cette dynamique de bienveillance et d'acceptation finalement de tous les types de personnalités. Et vous avez certainement dû entendre parler de l'énéagramme avec d'autres personnes. Moi, et parce que je viens porter l'enseignement qu'on m'a partagé, qui a été fait par deux personnes, Dominique Laugereau et Françoise Cavé, qui ont écrit d'ailleurs un bouquin avec Sylvie Tannenbaum, qui s'appelle « Énéagramme et développement personnel », et qui sont tous les deux, et Sylvie Tannenbaum également, dans une dynamique, une approche centrée expertise. En fait, centrée expertise veut dire qu'on part du principe que l'être humain n'a aucun défaut. Aucun défaut au sens de problème structurel ou au sens de manque, hein, qui fait défaut. En fait, on part du principe, et j'aime beaucoup cette idée-là, qu'avoir un problème ou mettre en place un comportement qui serait inadapté est en fait un excès de compétences et non pas un manque de compétences. Si je peux donner un exemple, quelqu'un qui va avoir une problématique de timidité, en fait, c'est un excès d'attention à l'autre. Ce n'est pas un problème avant tout de manque de confiance en soi, c'est un excès de « je donne toute la place à l'autre et je pars du principe que l'autre a forcément plus d'importance que moi ». Donc vraiment, hein, toutes les problématiques de la personnalité, hein, de nos caractères, sont plutôt vues côté expertise trop prononcée ou compétence naturelle trop prononcée. Et ça, c'est vraiment une dimension peut-être qui fait la différence entre la façon dont moi j'enseigne l'énéagramme et peut-être d'autres organismes qui partent du principe qu'on a des parties qui sont des parties d'involution, qui viendraient nous mettre en porte-à-faux. Voilà, moi je pars vraiment du principe que même la partie de soi qui est moins facile d'accès, qu'on comprend moins, et on en a tous une, bah, c'est un trésor et au contraire, on a plein de compétences à l'intérieur que pour l'instant, on ne sait peut-être pas gérer. Alors, toujours pareil, si vous avez des questions, si vous avez envie, vous me coupez la parole. Alors, avant tout, c'est un outil de conscience de soi. En fait, moi, je fais la différence entre conscience de soi et connaissance de soi. Je pars du principe que la connaissance de soi, c'est quelque chose qu'on peut mener sur toute une vie entière, hein, parce qu'on évolue en fait, parce que l'être humain, il est tout le temps en modification, tout le temps en mouvement, tout le temps en changement. La moindre expérience que j'intègre dans ma vie me fait me modifier, et fort heureusement, hein, chaque semaine qui passe me fait vieillir un petit peu ou grandir comme on veut, ou mûrir. Donc forcément, la connaissance de soi au sens vraiment avoir l'information claire de ce que je suis, comme c'est toujours en mouvement, c'est plus compliqué, je trouve, à asseoir. En revanche, la conscience de soi, c'est vraiment cette attention à comment je fonctionne, comment je me débrouille de l'inconnu, comment je me débrouille de mes émotions, comment je mets en avant mes critères de motivation. Toute cette conscience qui peut du coup évoluer, hein, voilà, nos critères de motivation évoluent, notre rapport aux émotions évolue tout au long de notre vie. Et donc, c'est vraiment un outil de conscience de soi. Donc, la première chose, c'est acquérir une compréhension de la personnalité dans son ensemble, comment ça se construit, quelles sont les influences dans l'enfance, comment je me suis débrouillée pour choisir pratiquement la personnalité qui me compose. Et vraiment, c'est un choix, on pourra le voir pour ceux qui feront la formation, mais c'est vraiment un choix presque conscient quand on est enfant. Connaître les différentes personnalités qui existent,
Parce que la conscience de soi passe aussi par la conscience de la différence avec l'autre, hein. Ça fait partie de la conscience que j'ai de moi, c'est de savoir que c'est pas comme l'autre. Le nombre de fois où on se dit « je ne comprends pas comment il est capable ou comment elle est capable de dire des choses pareilles ou de faire des actions comme elle fait ou comme il fait », parce qu'en fait, on n'a pas conscience que nous sommes si différents et vraiment la compréhension de soi et la compréhension de ce qui nous différencie de l'autre. Un des outils, enfin, un des buts finalement de la conscience de soi, c'est d'identifier sa typologie de personnalité et les qualités qui vous composent. Vraiment avec cette idée que vous n'avez pas de défaut, vous avez des comportements qui potentiellement sont inadaptés dans certains moments de votre vie, mais tous vos comportements sont nourris par des qualités, par des valeurs qui sont belles. Et donc voilà, vraiment, un des buts premiers de l'énéagramme, c'est d'identifier votre typologie et les qualités qui vous composent. Moi, je dis souvent, on ressort de ce type de travail plutôt centré expertise avec l'idée qu'on a toutes les ressources en nous. Alors, je suis profondément ancrée aussi dans un autre outil qui s'appelle la PNL, la programmation neuro-linguistique, qui a un postulat qui dit l'être humain a toutes les ressources en lui pour atteindre ses objectifs. Et vraiment, l'énéagramme répond à ce postulat. L'énéagramme nous démontre combien nous sommes plein de ressources et presque uniquement que de ressources. Et puis, la conscience de soi va permettre de modifier des réactions qui sont inadaptées et qui nous semblent inadaptées pour nous. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que l'autre me dit « c'est pas bien ce que tu fais » que je vais bouger. C'est parce que moi, je me dis « ce que j'ai fait là, c'était pas adapté et j'aimerais faire autrement ». Donc, à nouveau, comme plein d'autres outils d'accompagnement, on y reviendra, c'est un outil qui vous permet d'atteindre des améliorations que vous avez décidées. Si jamais vous vous positionnez dans accompagner quelqu'un, par exemple un enfant, hein, dans l'éducation, qui est un accompagnement, vous n'allez pas le faire changer. Tant que cet enfant n'aura pas décidé que sa réaction n'est pas adaptée, l'énéagramme ne suffira pas. Donc, d'abord, un outil de conscience de soi et puis un outil de développement personnel. En fait, l'idée, c'est qu'on est tous avec une volonté, alors pas de devenir tous parfaits, mais on a tous cette idée presque voilà, de façon intrinsèque qu'il faut avancer. Avancer en s'améliorant, avancer en faisant des actions fortes, avancer en durant, avancer en s'amusant, enfin peu importe le critère, mais on est tous dans un principe, l'être humain est dans un principe de développement. C'est un petit peu ce qui fait notre différence avec un mammifère dans la nature. C'est que le mammifère, même si on est très très proche, hein, on prend par exemple le singe, qui est un animal qui est assez proche de l'être humain, il n'a pas cette idée d'avancer, il a cette idée de procréer la race et de vivre dans l'instant présent. Nous, on est plutôt dans une démarche de développement, quoi qu'il arrive. Et en plus, notre société est vraiment dans un système de développement des compétences, d'aller encore mieux, d'avoir des actions qui sont belles, d'avoir encore des moyens qui sont beaux. Enfin voilà, donc on est vraiment dans une action de développement. Donc l'énéagramme répond à ça avec identifier ces véritables axes de motivation. Souvent, les gens me disent, mais en fait, je ne sais pas exactement ce qui est bon pour moi. Je me connais, j'ai l'impression de me connaître pas trop mal, mais je ne sais pas ce qui est vraiment bon pour moi et ce qui me motive réellement. Et de pouvoir les mettre en priorité dans son quotidien, c'est-à-dire de vraiment faire des choix. Hein. Le développement personnel, c'est faire des choix pour soi-même, hein. C'est pas autre chose en fait. Modifier certaines perceptions qui sont limitantes et recadrer des valeurs qui sont trop fortes. Donc l'idée, c'est pas de modifier sa perception du monde si elle vous convient, mais si vous avez une perception d'un moment qui soit limitant, qui vous empêche d'avancer, bah, le développement personnel avec l'énéagramme vous permet d'accéder à d'autres qualités qui vous composent pour pouvoir vous adapter correctement au monde qui nous entoure. Choisir ses réactions comportementales, ses positionnements relationnels, c'est vrai que c'est, on le verra dans la slide d'après, c'est un outil de relation. Hein. On n'est pas seul au monde. Donc vraiment, c'est choisir ses réactions comportementales. Et puis, se faciliter la prise de décision et le passage à l'action, c'est-à-dire savoir quelle est la qualité, quelle est la ressource
que je dois activer pour me sentir le plus en sécurité possible pour aller vers l'inconnu, puisque la prise de décision et le passage à l'action, souvent, c'est aller vers un inconnu. Sinon, ça s'appelle le quotidien. Et puis, gagner en confort, en fait, en intégrant toutes ces expertises. Hein, c'est vraiment dans le développement personnel avec l'énéagramme, c'est vraiment avoir une conscience pleine et entière de tout ce qui nous compose et de l'intégrer fortement dans notre quotidien. Et de ne pas laisser des parties de nous qui ne sont pas exploitées au sens noble du terme. Est-ce que, Carole, est-ce qu'il y a des questions dans le chat, puisque je ne le vois pas pour l'instant? Non, pas de questions. Troisième possibilité de développement relationnel. Donc, acquérir une connaissance des autres personnalités va me permettre de comprendre, vraiment de comprendre et de ne plus presque… Je vois bien au quotidien, quand quelqu'un fait quelque chose que je n'aime pas, parce qu'on continue à aimer certains comportements des autres et pas d'autres, je sais pour quelle raison il le fait en fait. Donc, je peux complètement accepter qu'il le fasse à mes côtés sans pour autant me sentir concernée. Ça coupe les mauvais liens en fait, hein, ça coupe les implications où on aimerait que l'autre comprenne qu'il a tort d'agir comme ça, alors qu'en fait, il a raison pour lui-même. Hein, donc, on arrête un petit peu le côté j'ai raison, tu as tort. Donc, c'est vraiment acquérir une connaissance des autres personnalités et de se rendre compte, hein, parce que c'est vraiment le modèle est fait comme ça avec l'option centrée expertise, se rendre compte qu'en fait, la personnalité de l'autre est aussi intéressante que la mienne, juste qu'elle est différente et que quelque part, je ne peux pas complètement y adhérer puisque ça n'est pas celle que j'ai choisie. Mais du coup, quand je connais bien les autres personnalités, bah, le développement relationnel que je peux acquérir, la qualité relationnelle que je peux mettre en place, elle est vraiment complètement différente de juste accepter la différence. Et presque, moi, je fais une différence entre la tolérance et l'acceptation. Derrière le mot tolérance, il y a toujours cette idée que je tolère que tu sois différent, mais ce n'est pas une véritable acceptation et bienveillance, ce qui est très difficile. Hein. Vraiment, on y bosse chacun chaque jour. Mais voilà, je trouve que l'énéagramme nous donne vraiment cette idée que toutes les personnalités sont des super personnalités. Donc, on est plutôt dans une acceptation pleine et entière, voire un intérêt hein, pour ce que l'autre sait faire et que nous n'avons pas choisi. Un outil de développement relationnel qui permet de connaître les comportements à adopter envers l'autre. Hein. Vraiment, quand je suis dans une interaction parfois difficile, hein, plus tendue peut-être, qu'est-ce que je dois faire pour que ça soit plus souple, plus détendu, plus acceptable aussi pour l'autre et plus confortable pour moi. Parce qu'en fait, l'idée, c'est pas de se transgresser. L'idée, c'est pas dans la relation d'annuler ce qui est important pour soi. Mais il y a toujours des façons de présenter. On est vraiment dans la façon de présenter, la façon de se comporter, la façon d'interagir qui va déployer, développer une qualité relationnelle beaucoup plus intéressante, beaucoup plus efficace finalement. Alors, évidemment, l'efficacité d'une relation, elle est des deux côtés. Hein. Et au final, si l'autre n'est absolument pas d'accord pour être dans une relation un peu plus qualitative, on ne pourra pas faire grand-chose. Mais en tous les cas, voilà, on a vraiment des gens qui viennent presque choquer nos valeurs hein, et taper un peu dedans. Et là, on sait exactement quoi faire. Donc, du coup, ça permet, qui est un petit peu le troisième item du développement relationnel, ça permet de se détendre, d'avoir des positionnements beaucoup plus confortables, d'être plutôt dans un principe de non-conflit, même si, voilà, par moment, on peut être clair avec ce qui est important pour soi, mais vraiment de faire la différence. Lâcher prise, puisque, voilà, dans la relation, je n'ai pas le pouvoir sur l'autre, donc je peux lâcher prise plus rapidement puisque je sais exactement qu'est-ce que l'autre poursuit comme, comme visée de sécurité. Donc, je vais lâcher prise beaucoup plus rapidement dans la relation. Je vais accepter les différences, je vais développer de l'intelligence relationnelle ou
je vais faire des ruptures qui sont menées avec conscience. C'est-à-dire qu'il y a un moment, quand c'est plus possible, pardon, quand c'est trop différent de moi, je peux complètement rompre une relation, mais en étant pleinement consciente de la valeur de l'autre, de ma valeur, que juste au moment où nous en sommes chacun dans nos développements de personnalité, notre relation n'est pas possible. Et du coup, à nouveau, même une finalité de relation, une rupture dans la relation va être vécue de façon beaucoup plus confortable parce qu'on sait pour quelles raisons on rompt. Et ce sont des raisons qui sont personnelles, en fait, qui sont des choix personnels. Donc ça, dans la relation, c'est quelque chose qui est très intéressant. Je dis toujours, c'est pas parce qu'on sait faire de la relation et qu'on est plutôt dans une visée de qualité relationnelle qu'on est obligé d'en faire. On a tout à fait le droit aussi de faire des ruptures dans nos relations avec des gens avec qui c'est trop différent. Alors, les domaines relationnels, évidemment, sont variés. On peut utiliser l'énéagramme dans la parentalité, dans la relation parent-enfant, mais aussi dans la relation parents-séparés. Même si parents ensemble, il peut y avoir des tensions, mais voilà, on arrive plus ou moins bien à s'en débrouiller, mais dans les séparations parentales, souvent c'est tendu. Donc, bien comprendre les attentions de l'autre, les intentions de l'un, l'enfant au milieu. Donc, vraiment, dans la parentalité, on fait des accompagnements très intéressants sur voilà comment vous fonctionnez chacun dans votre coin et comment vous pourriez fonctionner ensemble. Évidemment, même chose sur le couple, puisque passer le moment de magie de la rencontre, où finalement nous sommes dans un état, alors ça a été prouvé scientifiquement, le couple, on a quelques mois où on est dans un état presque gazeux. Donc, vraiment notre constitution physiologique est modifiée par la rencontre. Et puis petit à petit, nous redevenons à l'état naturel. Et là, on rentre dans la phase des relations un peu de pouvoir, des recherches de positionnement, de place, voilà, on rentre beaucoup dans le couple dans tu as tort, j'ai raison, non, je n'ai pas tort et non, tu n'as pas raison. Donc, l'énéagramme va évidemment dans ce domaine-là apporter beaucoup, tout le domaine familial pour que ça marche bien ensemble, le management, le sport. Alors, pour ceux qui peut-être sont dans le coaching sportif, évidemment qu'on n'accompagne pas un sportif de la même façon, suivant sa personnalité, qu'une autre personnalité. Donc, on va avoir des vrais outils d'accompagnement dans le sport. Et puis, tout ce qui est recherche de clientèle, recherche de patientèle, toute l'écoute que je peux avoir de quelqu'un qui a un besoin et auquel je pourrais répondre ou pas, et de savoir mener cette relation qui est fondamentale en tous les cas pour les personnes qui sont dans la prestation de services ou la vente de produits ou la thérapie. Alors évidemment, c'est un outil, c'est le dénivelé des compétences relationnelles, mais c'est un outil de développement de comportements managériaux. En fait, un manager doit développer de la connaissance de soi, de la compréhension des autres, de la flexibilité, l'alignement face à des interlocuteurs qui changent toutes les 5 minutes. Avec, évidemment, le manager est dans un système un peu particulier puisque il dirige une équipe, mais il a un N+1, il n'est pas toujours d'accord avec les décisions qu'il doit porter, il est challengé par ses équipes, il est challengé vraiment, je trouve que le niveau managérial de nos entreprises, sont peut-être les personnes les plus bousculées et les plus challengées par notre système professionnel. Et donc, moi, j'aime beaucoup travailler avec l'énéagramme pour devenir le manager que je suis déjà et assumer pleinement une façon de manager qui va être la mienne et qui va être beaucoup plus confortable, évidemment, au quotidien. Donc, en fait, ça revient à comprendre les axes de motivation de mes collaborateurs, les résistances, les miens, mes axes de motivation et mes résistances, tout ce qu'on appelle les mécanismes de défense qui viennent finalement bousculer
notre personnalité en permanence, 80% de la journée, on est challengé. Les valeurs fondamentales de mes interlocuteurs, comment je les entends et comment je les identifie finalement assez rapidement, hein, même si comprendre un être humain avec ce modèle peut prendre quelques semaines, hein, mais assez rapidement, en fait, on développe une écoute complètement différente de ce que la personne est en train de me dire. Donc, je peux identifier des valeurs fortes très rapidement chez mes interlocuteurs et quelque part savoir si je peux y répondre ou pas. Hein. Toujours pareil, hein, l'idée n'est pas d'y répondre si ça n'est pas quelque chose que je sais faire. Et du coup, ça permet au manager d'être au plus juste. Alors, j'aime cette idée de justesse dans la relation, toujours avec mon idée que je ne suis pas obligée d'être en relation, je ne suis pas obligée d'aimer tout le monde, mais en tous les cas, les personnes que le système m'impose, je peux m'entendre correctement avec ces personnes-là parce que justement, je vais être juste envers moi-même et envers l'autre dans mes relations. Et en tant que manager, souvent, à moins d'avoir eu la chance de choisir l'ensemble de son équipe et son chef, ce qui est quand même pas donné à tout le monde, bien souvent, nous sommes confrontés à des personnes qu'on n'a absolument pas choisies et dont on doit quand même, avec lesquelles on doit tout de même travailler fortement. C'est un outil d'accompagnement. Alors, peut-être que certains d'entre vous, j'en ai vu, sont dans l'accompagnement au changement. Donc, en fait, l'accompagnement au changement, c'est un terme très, très large et très générique. Hein. Moi, je fais du coaching depuis une vingtaine d'années. Je forme des coachs et des gens qui ne sont pas coachs à des outils d'accompagnement. Donc, tous ces domaines-là d'accompagnement de l'individu et des équipes, évidemment, l'énéagramme permet vraiment… quand je suis en formation, par exemple, pour vous donner un exemple concret, quand quelqu'un vient objecter régulièrement, quand je sens une espèce de tension par rapport à ce que j'amène, puisque on amène des outils qui sont des outils différents voilà, c'est pas du pragmatisme, c'est une logique de l'être humain, mais ça n'empêche que pour certaines personnes, ça reste quelque chose qui est très modifiant par rapport à leur vision du monde. Hein. Je parle de la PNL, l'énéagramme, les approches systémiques, les approches narratives, enfin voilà, tous les outils qu'on peut enseigner dans l'accompagnement pour accompagner les gens peuvent être perturbants en fait pour les stagiaires. Et on a des gens qui objectent régulièrement pendant la formation, qui disent oui mais ça non, oui mais alors moi j'ai une autre expérience, enfin voilà. Et souvent ce qui calme la personne, c'est de lui dire oui mais je sais que tu me dis ça parce que dans ta personnalité, tu penses de telle et telle façon, ou parce que dans ta personnalité, tu cherches à remplir telle valeur. Donc, du coup, déjà, le fait que moi, ça ne m'impacte pas, ça va permettre à la personne de ne pas se sentir confrontée. Et en plus, pour la personne, souvent, c'est un moment où la personne me dit, mais oui, en fait, le problème, ce n'est pas l'objection, le problème, c'est ce que ça réveille chez moi. Et là, on accompagne fortement les gens en formation. Donc, je vous ai mis 3 formes d'accompagnement au changement. Les accompagnements dont je viens de parler, coaching individuel, coaching d'équipe, formation, supervision, thérapie pour ceux qui sont thérapeutes, éducation pour ceux qui sont dans l'éducation nationale ou pas. Les processus RH, le recrutement, qui est aussi une forme d'accompagnement. Hein, voilà, travailler à savoir si quelqu'un va être le bon candidat, va pouvoir s'intégrer dans une équipe, s'intégrer dans un poste, apporter une forte plus-value, oui, ça reste un processus où la personnalité peut parfois faire toute la différence. Hein. Moi, j'accompagne des grandes entreprises à faire justement l'analyse de la personnalité entre 2 ou 3 candidats qui sont en finalité, hein, sur lesquels finalement on a les CV sont assez similaires et on se pose la question de quelle est la personne qui va être la plus adaptée au contexte, au challenge qu'on lui confie, au poste, à l'équipe et à la direction. Et évidemment, l'énéagramme à cet endroit-là amène une vision aussi intéressante d'ailleurs que d'autres modèles, hein, c'est pas le seul. Voilà, l'énéagramme travaille fortement dans le recrutement, l'intégration de collaborateurs, qu'est-ce qui va finalement permettre à un collaborateur de s'intégrer le plus facilement, la gestion de carrière, l'identification des hauts potentiels, voilà, des personnes sur lesquelles l'entreprise peut miser, sont des outils, des moments où l'énéagramme va être vraiment un outil d'accompagnement
fort. Et puis la qualité de vie au travail, donc vraiment là, on est sur la partie peut-être un peu plus en risque de l'entreprise, l'identification des personnes en risque de burn-out. À partir du moment où la personne a fait le burn-out, c'est pas tout à fait la même si on peut adopter une communication relationnelle beaucoup plus efficace avec l'énéagramme. Mais en tous les cas, on sait en fonction de la personnalité les personnes qui vont être plus en risque de faire un burn-out et on va pouvoir travailler en amont dans la prévention des risques psychosociaux. La veille des comportements de harcèlement, il y a des personnalités où finalement, pas du tout volontairement, mais on pourrait interpréter que ces personnes-là veulent à tout prix prendre le pouvoir. Donc, on va pouvoir aussi identifier et veiller à des comportements qui ne seraient pas des comportements professionnels beaucoup plus en amont. Et puis, tout ce qui est gestion de conflit, évidemment, qui vient entacher la qualité de vie au travail et qui est inhérente à nos groupes dans les entreprises. Alors, est-ce que vous avez des questions? Et donc, je vais revenir juste sur une vision avec tout le monde. Voilà, comme ça, je vois un peu mieux. Si vous voulez rouvrir vos caméras et prendre peut-être un petit espace de temps pour que vous puissiez poser des questions, peut-être partager, certains peut-être connaissent l'énéagramme, peut-être certains ont des doutes sur l'énéagramme au regard de ce que je viens de dire. Juste, voilà, d'avoir un petit espace d'échange. Isabelle, oui. Il y a une personne au niveau du chat qui demande est-ce que ça serait possible d'avoir la découverte rapide des 9 profils? Ben non. Une phrase. C'est la formation. Alors, en fait, je dis non volontairement parce que, alors, comment vous dire ça avec élégance? Je pourrais vous donner les 9 profils. Vous pouvez d'ailleurs les trouver sur Internet. Vous avez un modèle qui donne des noms à chaque profil. Donc, on a perfectionniste, altruiste, battant, authentique, le sachant, le loyal, l'épicurien, le leader et le médiateur. Voilà, vous les avez. Vous les avez sur Internet, vous les trouvez. Sauf que ça n'est pas de la conscience de soi. Donc, s'il y a des gens qui sont présents en se disant qu'à un moment donné, ils ont envie d'aller vers ce type de méthode, ne lisez rien. Par contre, si vous pensez ne jamais vouloir faire de formation ou de travail avec l'énéagramme, achetez un bouquin. Mais si vous avez envie d'explorer le potentiel humain avec ce type d'outils, je suis tentée de vous dire, arrivez neutre. C'est tellement plus intéressant. Vraiment. Donc, merci de la question, mais volontairement, vous voyez, mais encore une fois, vous le trouvez sur Internet, vous tapez Énéagramme, vous avez les 9 profils, vous avez même des descriptifs sans problème. Mais je trouve que l'être humain ne peut pas être réduit à une explication de 2 mots sur chaque profil. Parce qu'encore une fois, chaque être humain est composé d'au moins 4 ou 5 parties. Quand on dit à quelqu'un, bah, vous êtes profil perfectionniste, souvent, parce qu'il a une partie perfectionniste, la personne me dit, c'est pas complètement moi. Ben évidemment, je ne suis pas perfectionniste en permanence, puisque j'ai plein d'exemples où je n'arrive pas à faire les choses parfaitement. Quelqu'un qu'on va caler dans altruiste va me dire, oui, mais c'est justement ça le problème, j'aimerais ne plus m'occuper des gens et avoir du temps pour moi. Donc, vous voyez, mettre des mots et des noms sur un être humain qui est quand même un ensemble de ressources, serait trop réducteur. Maintenant, on a ce qu'on appelle, et ces mots, c'est ça que ça représente, c'est qu'on a des critères de motivation principaux. Et quelqu'un qui va être, par exemple, dans un profil identifié comme authentique, va avoir envie de montrer ce qu'il est en vrai. En fait, c'est comme ça qu'il pense qu'il va être en sécurité. Donc, je ne sais pas qui avait posé la question. Est-ce que la personne peut me dire si j'ai
pas trop mal répondu. Brigitte, je ne sais pas si Brigitte veut prendre la parole. Si Brigitte Ou peut le faire aussi, je ne sais pas. Alors, je regarde. Elle dit oui, même si c'est décevant quand même. Mais j'aime bien, Isabelle, dans ton approche, parce que je me suis formée à l'énéagramme avec toi et j'avais auparavant fait je m'étais formée à une autre typologie de personnalité. Et justement, ce que j'ai apprécié, c'est d'utiliser le 1, le 2, le 3, le 4, des numéros comme tu l'as montré au départ, et non pas des termes qu'on va retrouver dans d'autres formations ou sur Internet, justement parce que ça m'a permis, moi, d'avoir une ouverture et une conscience de moi beaucoup plus large que justement d'être je suis enfermée dans la case perfectionniste, par exemple. Et voilà, ça, c'est quelque chose qui était... Et c'est vrai que j'y tiens, en fait. Je sais, Brigitte, que c'est un peu frustrant, que c'est décevant. Mais oui, on est un être humain, c'est un ensemble de ressources. Donc, c'est très important de respecter ça dans notre façon, nous, enseignants et formateurs de l'énéagramme, de respecter la complexité de l'être humain. Déjà, on essaye d'appliquer des modèles sur l'être humain. Donc oui, volontairement, je préfère rester plus dans la complexité de l'être humain que dans une explication rapide de chaque fonctionnement. Surtout qu'en plus, profondément, la rapidité d'une explication, je pourrais la faire, hein, mais ce ne serait pas très intéressant parce qu'en fait, ça ne vous donnerait pas de notion sur vous-même. Est-ce que d'autres personnes ont des questions? Alors, il y a une question. Oui. Il y a une question aussi. Oui. C'est bon, je peux y aller? Oui, oui, vas-y, Majid. D'accord. Tout à l'heure, vous disiez, l'être humain, l'un des postulats de l'énéagramme, c'est que l'être humain n'a aucun défaut. Oui. Est-ce que ça rejoint l'un des principes de la PNL et de l'hypnose, que derrière chaque action, il y a une intention positive? Évidemment. Et l'intention positive derrière chaque comportement qui est identifié par quelqu'un d'autre comme inadapté, hein, ou même par moi-même, après coup, je me dis, mais pourquoi j'ai fait ça? En fait, il y a une intention positive et qui est, je cherche à me protéger. Maintenant, tout l'art d'évoluer, c'est de comprendre finalement, est-ce que je suis vraiment en danger ou pas? Est-ce que ce que j'imagine comme venant bousculer ma protection, est-ce que c'est vraiment dangereux? Et on est dans des sociétés où finalement, le danger est très mince, le vrai danger. On n'est pas dans des pays en guerre. Enfin, voilà, on voit aujourd'hui, malheureusement, les exemples de ces dernières semaines, on voit des pays où effectivement, là, il y a du danger. Mais nous, dans la vraie vie qu'on vit ici, dans des pays comme les nôtres, en fait, parfois, je cherche à garder une protection alors qu'il n'y a pas de risque, en fait. Donc oui, c'est dans ce sens-là, c'est que chaque comportement inadapté, chaque réaction qui ne soit pas la bonne, est nourrie par une intention positive. Donc oui, on est dans la même veine. Ouais. Et j'ai une autre question concernant la complexité de l'énéagramme par rapport à d'autres types de personnalités. Oui. Donc, est-ce que ce n'est pas un frein à l'utilisation, que ce soit dans les suivis individuels ou dans le coaching de groupe ou dans d'autres domaines, quoi? Ouais. Alors, je vous rejoins parce qu'en fait, on a plein de modèles qui viennent nous expliquer la personnalité et souvent, par besoin de le partager, on a simplifié à l'extrême. Et il y a aussi dans les écoles qui font de l'énéagramme des gens qui ont simplifié en disant « tu es perfectionniste ». Hein, ça simplifie les choses. Voilà, ça met une étiquette sur la personne. Donc, effectivement, quand on prend la décision, et c'est vraiment une décision qui m'a été donnée par mes formateurs à moi, hein, que je continue à porter fortement, quand je veux absolument conserver la complexité de l'être humain et avoir une conscience pleine et entière de tout ce qu'il compose, c'est sûr que l'apprentissage prend un tout petit peu plus de temps que juste un test sur Internet pour dire « je suis perfectionniste, je suis altruiste ». Oui, oui, c'est un tout petit peu plus important à apprendre. Maintenant, le modèle, en tous les cas tel que, alors pareil, peut-être Carole pourra partager la façon dont moi j'enseigne. En fait,
le premier module, c'est vraiment de vous montrer, de vous faire vivre devant vous chaque profil de personnalité dans sa caricature. C'est-à-dire qu'au début, je sépare le comportement un peu caricatural, les motivations les plus importantes, enfin vraiment vous donner une vision une seule partie, la partie principale de la personnalité, celle qui guide la recherche de sécurité, de façon un peu caricaturale. Donc en fait, la première exposition dans la formation, on a une vision très claire de chaque partie. Ensuite, parce que c'est évidemment en plusieurs temps, ensuite, il faut effectivement apprendre à qui va avec quoi dans chaque typologie, hein, puisqu'on a 4-5 parties dans chaque personnalité. Et effectivement, pour quelles raisons ça s'articule de cette façon-là. Donc oui, je te rejoins, Majid, sur le fait que oui, c'est un tout petit peu plus prenant à apprendre que d'autres modèles, mais personnellement, je ne regrette pas mon choix de départ entre ce modèle-là et d'autres modèles parce que je trouve qu'il respecte la complexité de l'être humain encore plus fortement. Et quand je le porte dans les entreprises, où il est évidemment moins connu que ProcessCom, comme Colors, MBTI, enfin tout ça, ça n'empêche que les gens me disent au final, alors c'est vrai que c'est plus touchy parce que c'est plus fin, mais au final, on a une vision beaucoup plus cohérente avec la complexité de l'être humain qu'on a en face de nous. Donc, c'est un choix. Si vous voulez aller vite, enfin, si vous voulez le faire dans les entreprises, aller vite et que ce soit un modèle qui est très, très connu, allez vers ProcessCom. Mais si vous voulez être plus proche finalement de l'unicité de chacun, le modèle Ennéagramme sera plus adapté. Mais voilà, encore une fois, hein, c'est des histoires de choix personnels en tant que coach, en tant qu'accompagnant, en tant que consultant. Voilà, ce sont des choix personnels. J'ai beaucoup de respect pour les outils qui existent, que ce soit ceux que j'ai choisis ou ceux que je n'ai pas choisis. Je trouve qu'ils sont tous bien et que chaque outil correspond à ce qui vous convient à vous. Après, moi, je le fais en 3 temps. Donc, il y a aussi, voilà, on peut faire le premier module. Je peux vous partager évidemment la formation telle que moi je la fais, mais on peut faire le premier module et puis voilà, avoir juste de la connaissance de soi, de la conscience de soi et décider d'aller vers un autre modèle. Et l'énéagramme va vous faciliter la compréhension d'autres modèles puisque c'est un modèle plus riche. Donc du coup, on rentre dans d'autres modèles encore plus facilement. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, il y a pas mal d'autres questions. Il y en avait une d'Olivier, justement, sur les similitudes et les ponts avec PCM, et puis la confusion que ça risque de produire. Olivier, est-ce que c'est bon? Isabelle a suffisamment répondu? Si vous me faites un petit signe, oui, c'est bon. Donc, c'est bon pour cette question-là. Et puis, il y en a une autre que tu as abordée un petit peu sur, justement, comment faisons-nous pour que la personne trouve sa personnalité? Donc, est-ce à partir d'un questionnaire, sur la base d'un échange? Oui. Tu as abordé un peu déjà. Mais... Ouais. Donc, en fait, effectivement, je vais vous partager la façon dont j'ai organisé la formation parce que ça va répondre pour une part à ces questions-là. Donc, le premier module, c'est vraiment découvrir les 9 profils et identifier son profil. Donc, le deuxième module, c'est développer le potentiel de sa personnalité. Donc, c'est vraiment un travail de développement personnel. Et le troisième module, c'est accompagner en fonction de la personnalité. Et la question là qui vient d'être posée rentre dans ce troisième module. Le premier module est obligatoire si vous voulez faire le 2 et le 3. Mais le deuxième module n'est pas obligatoire si vous n'avez pas envie de faire de développement personnel. Et le troisième module n'est pas obligatoire si vous ne faites pas d'accompagnement. Donc, il y a vraiment cette idée que la formation peut se faire 1, 2, 3. La formation peut se faire 1, 3 ou 1, 2. Enfin, voilà, vraiment d'être dans cette idée que le troisième module, c'est vraiment pour accompagner en fonction de la personnalité. Donc, le premier module, c'est comprendre la construction et l'utilité de la personnalité dans voilà, pour tout le monde. Ensuite, connaître les critères de motivation et le lien avec la recherche de protection de sécurité pour chacun dans chaque profil. Et la 5e session, parce que je vais y revenir sur le temps que ça prend, il y a identifier son profil afin de prendre confiance dans ses expertises et de pouvoir les mettre en avant et de s'en servir encore mieux. Donc là, on est vraiment sur de la découverte de soi et des autres. Le deuxième module, c'est un module où on est vraiment dans un travail de développement personnel. On a des grandes feuilles, des crayons de couleur,
chacun à sa table. Et vraiment, c'est un travail avec soi-même, même si, évidemment, vous êtes accompagné, puisqu'en général, suivant les groupes, la taille du groupe, mais on peut être jusqu'à 2 formateurs pour accompagner chacun dans sa recherche de développement de son potentiel de personnalité. Donc, ça permet d'assouplir une valeur ou une croyance qui serait limitante dans un contexte, hein, puisque nos valeurs et nos croyances peuvent être structurantes dans plein de contextes, et puis à un moment donné, ça peut être embêtant. Récupérer le message bienveillant de son inconscient, en fait, ma personnalité a un message, mon inconscient m'envoie un message régulièrement et que je n'entends pas. Et donc, on a un outil qui permet de récupérer finalement ce qui est bon pour nous dans l'absolu au quotidien. Et puis de créer un accès facile à mes différentes expertises. Si par exemple, j'ai naturellement dans ma partie principale l'impression de ne pas avoir confiance, hein, toujours pareil, cette idée que c'est pas que j'ai pas confiance, que c'est juste que je n'y ai pas accès, je l'ai, mais pas tout le temps. Et donc, du coup, comment je peux créer un accès à une partie de moi qui a confiance en moi et en l'avenir. Donc ça, c'est vraiment un travail de développement personnel. Et donc, le troisième module, qui peut être que le deuxième, décoder la personnalité de son interlocuteur et obtenir validation. En fait, c'est vraiment ça, c'est quand je suis avec quelqu'un, et c'est sur le principe de l'échange, quand je suis avec quelqu'un, je vais d'abord écouter ce qu'il me dit, je vais déjà faire un tri dans ce qu'il me dit, parce qu'en fait, chaque typologie de personnalité emploie un certain vocabulaire et il met un certain sens. C'est-à-dire que la relation, par exemple, la capacité relationnelle ou la relation, tout le monde en parle, mais les gens ne mettent pas la même chose derrière le terme relation. Donc là, je vais pouvoir poser des questions très simples en disant qu'est-ce que vous entendez par là? Est-ce que vous pouvez me donner un exemple de ce que vous entendez par une bonne relation, par exemple? Et donc, je vais avoir un petit peu plus de matière. Donc déjà, ça va me faire un premier décodage. Et ensuite, je vais pouvoir obtenir validation en posant des questions très ciblées entre qu'est-ce qui est le plus important pour vous? Est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est ça? D'accord, c'est ça. OK. Et donc, la question d'après, c'est est-ce que, à l'intérieur de ce contexte, est-ce que ce qui est le plus important, c'est ça ou c'est ça? Et en fait, en 3-4 questions, on va pouvoir valider avec la personne. Et c'est souvent la personne qui me dit, non, mais vous êtes complètement juste avec ce que je suis, avec ce que je pense, avec la façon dont je vis les choses. Et donc, c'est la personne qui va me valider qu'en fait, je suis juste. Et le décodage n'est pas du tout un décodage, je dirais, au nez. Le décodage, on va se servir d'un apport de la PNL, voilà, sur la structure du langage. 2 apports de la PNL, la façon de poser des questions de la PNL et une structure de langage de la PNL qu'on va réintégrer dans l'énéagramme. En tous les cas, c'est comme ça que la formation est construite, pour venir poser des questions sur la structure du langage ou sur la façon dont la personne perçoit le monde, et qui vont vraiment valider assez rapidement, finalement. Alors, évidemment, il faut faire les modules et s'entraîner. Hein. Tout est une question d'entraînement, mais que ce soit avec l'énéagramme. Là, ce matin, je supervisais quelqu'un qui passe une certification en ProcessCom. Et voilà, et l'entraînement qu'elle fait avec moi sur ce modèle-là, oui, il faut s'entraîner pour tous les modèles de décodage, que ce soit la PNL, l'énéagramme, la ProcessCom, le MBTI. Si on veut l'utiliser correctement, il faut s'entraîner. C'est comme pour tout. Ensuite, sur le 3e module, on a comment j'accompagne quelqu'un, donc assouplir finalement les filtres de perception pour permettre à une personne, à mon client, d'évoluer, de bouger, d'avancer différemment, d'avoir des perceptions du monde plus cohérentes avec la réalité et moins centrées sur ce qu'il croit être vrai dans sa personnalité uniquement. Donc, vraiment plus de connexion avec la vraie vie et de faire la différence entre ce que j'imagine et ce qui est réel et de réduire finalement l'écart qu'il y a entre la réalité et l'interprétation qu'on fait de la réalité. Et ça, c'est vraiment une fonction de l'accompagnement au changement qui est très pratique avec l'énéagramme. Et puis, vraiment, alors peut-être plus encore dans le coaching, la thérapie, l'éducation, connaître les problématiques récurrentes. Donc, toujours pareil, hein, comme je disais tout à l'heure, on n'a pas de défaut, mais on se retrouve dans des situations où finalement, on a mis en place une ressource qui n'est pas la bonne, qui n'est pas adaptée à ce moment-là.
Et donc, ça produit des problématiques qui sont récurrentes. Moi, j'ai des gens à qui je dis, mais peut-être vous rencontrez tel type d'expérience. La personne me dit, ah, mais c'est l'histoire de toute ma vie. Donc, en fait, évidemment, je ne lui ai pas dit, je vous connais par cœur et je sais exactement quel est le problème, parce que on essaye aussi de présenter les choses à la personne en partant du principe qu'on peut se tromper. Mais du coup, ça me permet d'avoir une vision claire de quelles sont les problématiques récurrentes dans chaque typologie et du coup, les axes d'amélioration qui sont à l'intérieur de la personnalité. Donc là, on est vraiment dans l'accompagnement, vous voyez, hein, pour répondre à la question de est-ce que c'est dans l'échange? Oui, c'est dans l'échange, puisque profondément, moi, j'accompagne les gens. Je ne produis pas des tests. D'ailleurs, il y a des tests qui existent sur Internet, hein, en énéagramme, comme dans tous les autres modèles. Et on a quand même beaucoup de gens qui s'identifient à côté de la plaque. Hein, parce qu'en fait, répondre à un test, c'est un instant T. Alors que dans l'échange, on peut poser des questions sur est-ce que vous avez toujours fait comme ça? Est-ce que c'est dernièrement? Est-ce qu'il y a des déclencheurs qui vous obligent à vous comporter comme ça? Donc vraiment, on va avoir un questionnement qui est dans l'échange et qui va nous permettre de décoder et d'accompagner au changement une personne. Est-ce que ça répond à la question? Alors oui, je viens d'ouvrir le chat. Oui, ça répond, oui, ça peut être utilisé dans l'accompagnement des enfants et même de façon très efficace, puisqu'en fait, c'est dans l'enfance que se construit la personnalité. Et donc, très tôt, on peut éduquer un enfant en lui disant, attention, la vision que tu as de ce moment-là, c'est ta perception, mais regarde plus concrètement, finalement de façon plus fidèle par rapport à la réalité et lui donner du sens pour qu'il se forme une personnalité plus souple, avec plus d'accès, plus rapidement. Donc oui, il y a vraiment, avec les enfants, c'est hyper intéressant. Merci à ceux qui sont encore avec nous, qui doivent partir à 14 h. C'était prévu jusqu'à 14 h. Je suis disponible pour rester, évidemment, avec ceux qui restent, mais j'ai conscience que chacun a des occupations. Alors, pour ceux qui restent avec nous, est-ce que vous avez des questions sur la formation, sur l'utilisation, peut-être un partage de ce que vous êtes venu chercher très certainement dans un contexte particulier qui est le vôtre? Est-ce que certains d'entre vous ont envie de nous partager où est-ce que vous aimeriez l'utiliser et que je puisse soit valider, soit vous dire « Ah, ça va être un peu plus compliqué dans ce domaine-là ». Je ne sais pas. Est-ce que tu peux donner, Isabelle, le nombre de jours pour chaque module, du coup? Ah oui. Donner quelques précisions. Oui. Donc, le premier module, au jour d'aujourd'hui, septembre 2021, parce que ça va rechanger l'année prochaine en janvier 2022. Mais au jour d'aujourd'hui, on continue à faire ce module-là et le troisième en distanciel. Donc, 5 sessions de 2 heures en distanciel pour le premier module. Pendant 2 heures, 5 fois sur des jours différents. Donc, on a, si je me souviens bien, on a 3 sessions sur la même semaine. Le soir, hein, pour la première session Ennéagramme qui commence, je crois, le 20 septembre. Vous irez voir sur le catalogue pour ceux que ça intéresse. Et on laisse un petit peu de temps et encore 2 sessions. On a 5 sessions de 2 heures où vraiment, les 4 premières sessions, c'est vous partagez toutes les personnalités, les critères de motivation, qu'est-ce qu'ils disent, quels sont les mots qu'ils emploient chacun, quelles sont les enfances qu'ils ont eues très certainement, comment ils en sont arrivés, comment chacun est arrivé à choisir une personnalité. Et la 5e session, c'est du décodage en direct. C'est-à-dire que les gens qui font la formation, je pose les questions, comme ce sera revisité au module 3, et je pose les questions pour que chacun reparte avec l'identification de son profil. Les rares personnes qui, au final, doutent encore au bout des 10 heures de formation, il y a 2 options. Soit ils se laissent du choix, ils se disent « bon, j'hésite encore entre 2, mais pas 9 hein. ». Très rapidement, on peut encore hésiter entre 2 options
à la fin de la formation. Et si vraiment c'est très important pour la personne de savoir de façon impérative, je fais une session individuelle. On prend 1 heure ensemble pour que la personne reparte avec son profil et que ce soit bien identifié. Le deuxième module est en présentiel, puisque là, on est vraiment sur quelque chose qu'on ne peut pas faire en distanciel. Donc, c'est 2 jours en présentiel à Paris, puisque nous sommes parisiens, parisiennes pour ceux qui auraient pris ce webinaire. Et la dernière session, c'est accompagné en fonction de la personnalité. C'est 4 sessions de 2 heures. Avec les 2 premières sessions, c'est vraiment comment je décode. Et les 2 sessions 3 et 4, c'est les problématiques récurrentes, qu'est-ce que je dois faire travailler à chaque personnalité, enfin vraiment de venir plutôt dans la partie accompagnement. Les 2 premières décodages, les 2 d'après accompagnement. Et donc, j'ai préparé les montants pour ceux que ça intéresse et qui commencent à se dire « Ah, ce serait bien quand même que je le fasse », histoire que tout le monde soit au courant de comment on pratique. Donc, les 5 sessions de 2 heures en distanciel sont à 250 € pour les particuliers. Évidemment, si vous êtes indépendant, il faut rajouter la TVA. Si vous êtes en entreprise, on vous fait un devis. Les 2 jours en présentiel, c'est 300 € pour les 2 jours. Et les 4 sessions de 2 heures en distanciel, c'est 120 € pour les 4 sessions. Je vous partage. Alors, de toute façon, vous aurez pour tout le monde le replay. Et je vous ai mis nos coordonnées, mes coordonnées, le site, le catalogue. Donc, si vous avez envie de faire une copie d'écran parce que ça vous intéresse, parce que vous avez envie de rester en contact avec nous, bien évidemment, voilà, c'est par là que ça se passe. Il y a un site internet qui est un site d'information où vous retrouverez évidemment la formation Ennéagramme et tout ce qu'on propose. Et puis, il y a le catalogue en ligne. Le catalogue en ligne, vous avez le programme en PDF que vous pouvez télécharger. Vous pouvez vous préinscrire. Ce n'est pas une inscription définitive, mais vous pouvez nous signifier que vous êtes intéressé. On revient vers vous, évidemment, dans la foulée. Vous pouvez m'appeler. Je n'ai pas mis le téléphone de Carole, mais voilà, vous pouvez m'appeler et on peut discuter de vos attentes par rapport à l'Ennéagramme. Ça peut être intéressant que chacun se sente libre de m'appeler et de savoir si c'est vraiment dans vos attentes. Hein, on a vraiment cet élément-là. La formation, moi je dis toujours, hein, la formation n'est pas un but, hein, c'est le moyen de faire autre chose. Donc, c'est important de savoir si ça répond bien à vos attentes. Eh bien, merci à tous de votre écoute. Si vous avez encore… Ah, j'ai Jocelyne qui me pose une question sur mon nom Cap Résilience. Alors, ça va être très rapide, effectivement. Donc, le CAP, parce que je suis très centrée coaching, efficacité, passage à l'action et que je suis orientée futur à fond. Très, très peu de choses sur le passé dans mes accompagnements, dans ma façon d'enseigner. Et la résilience, parce que je crois que c'est une capacité qui est intrinsèque à l'être humain et dont on se sert en permanence pour tous les jours. Et c'est pas, la résilience, pour moi, n'est pas seulement quand on a eu un gros problème. La résilience, elle est en place à chaque instant de notre vie. On a tous les jours des emmerdements, on ne peut pas dire autrement. Et tous les jours, on fait preuve de cette résilience que j'appelle la résilience ordinaire et avec laquelle on travaille fortement quand on accompagne les gens, quand on les forme. Enfin, voilà. Donc, voilà, je fais une explication de Cap Résilience. Eh bien, je vous souhaite… merci, un grand merci, Jocelyne. Eh bien, je vous souhaite une belle après-midi. Si vous avez envie, vous revenez vers moi par téléphone. Merci à tous et à bientôt.